Dans mon top 5 des choses à savoir sur la science, j'argumentais que la science ne peut pas nous permettre de répondre à toutes les questions, et que même si la méthode scientifique est le meilleur outil que nous avons à notre disposition pour étudier la nature de notre réalité physique, elle a quand même ses limitations. Suite à cette vidéo, j'ai reçu quelques commentaires me disant que les mathématiques font exception à la règle. Si quelque chose est prouvé mathématiquement, c'est juste vrai. Je dois dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, tout dépend ce qu'on entend par vrai. Si tu entends que c'est prouvé mathématiquement, alors c'est possible bien sûr. Du moment que tu déduis quelque chose de nouveau en utilisant tes axiomes, c'est-à-dire ce que tu admets comme étant vrai, ton point de départ si tu veux, et même en utilisant d'autres choses que tu as déjà pu déduire en partant de ces mêmes axiomes, alors tu peux dire que c'est prouvé mathématiquement, ou vrai. Mais seulement dans ce cadre en particulier. On peut prendre bien sûr en exemple les éléments d'Euclide. Mais ça n'implique absolument pas que tu viens de trouver une vérité absolue qui correspond forcément à quelque chose dans le monde. Et d'ailleurs la question de pourquoi les mathématiques nous permettent de décrire si bien le monde physique est un sujet de débat philosophique qui continue encore aujourd'hui. On va commencer par noter que les maths sont vraiment une forme de savoir particulière. Premièrement, c'est certain, si j'ai une pomme sur la table et que j'ajoute une nouvelle pomme sur la table, j'ai maintenant 2 pommes sur la table. Je ne peux pas en avoir 3, c'est pas du savoir ouvert à interprétation. Deuxièmement, c'est incorrigible. 1 plus 1 feront toujours 2. On va pas découvrir dans le futur que finalement 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 font 2, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Et finalement, c'est nécessairement vrai. En ce moment, par exemple, vous regardez cette vidéo, c'est vrai, mais c'est pas nécessairement vrai. Vous pourriez faire autre chose en ce moment. Et ça contraste bien entendu avec les maths. 1 plus 1 égale 2 est nécessairement vrai. Ça ne peut pas faire autre chose que 2. Depuis très longtemps, un grand nombre de philosophes avaient compris que les maths étaient vraiment quelque chose de spécial et voulaient mieux les comprendre pour pouvoir peut-être réappliquer ces mêmes propriétés à différentes disciplines. L'école pythagoricienne par exemple vouait un véritable culte au nombre. Ils pensaient à l'époque qu'absolument tout dans le monde pouvait s'exprimer soit en nombre entier, une pomme, 2 pommes, 3 pommes, soit en tant que ratio de 2 nombres entiers, un quart de pomme, un huitième de pomme, etc. Ce qui revient à dire qu'on a divisé une unité en plusieurs parties. Ça paraît complètement logique au premier abord. Le problème, c'est que c'est justement le théorème de Pythagore qui a montré qu'il existait des nombres qui ne pouvaient pas s'exprimer en tant que ratio de 2 nombres entiers. Si on prend un triangle rectangle de base 1 et de hauteur 1, l'hypoténuse est la racine carrée de 2. Et là, c'est le drame. Dites bonjour aux nombres irrationnels. L'affaire était tenue comme secrète par l'école pythagoricienne, et la légende dit que quand Hypasius a finalement exposé la vérité au monde, il s'est bizarrement noyé en mer. Rien n'indique forcément que c'était un meurtre, mais si on voit la chose de façon mathématique, plus t'as une grande gueule, plus les probabilités sont grandes pour que tu boives la tasse. À partir de ce moment, la géométrie fut considérée comme étant une discipline supérieure à l'algèbre. Peut-être qu'on ne peut pas écrire la racine carrée de 2, mais on peut quand même la dessiner, on va pas se laisser emmerder non plus. D'ailleurs, aux portes de l'académie de Platon, la légende dit qu'il était écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Platon était lui-même mathématicien en plus d'être philosophe. Imaginez que si on pouvait avoir un savoir certain, incorrigible et nécessairement vrai du monde physique, ça pourrait nous donner des bases extrêmement solides pour étudier son fonctionnement. Il s'est donc aussi demandé ce qu'était la nature des maths. Il savait que 2 pommes plus 1 pomme est égal à 3 pommes. Que s'il y avait 2 vaches dans un pré et qu'on faisait rentrer une vache supplémentaire, il y avait bien 3 vaches dans le pré. Mais 2 plus 1 égale 3 n'a pas grand chose à voir avec des pommes ni avec des vaches. 2 plus 1 égale 3 peut s'appliquer à des pommes et des vaches, mais les maths ne traitent pas de pommes ou de vaches. Donc de quoi traitent les maths? Les maths traitent de nombres. Mais quelle est la nature des nombres alors? Platon pensait que si les nombres nous donnaient des vérités objectives sur le monde, les nombres devaient être des sortes d'objets. C'est-à-dire que pour Platon, les nombres existent vraiment quelque part dans l'univers. Donc bien entendu, on ne peut pas faire l'expérience directe d'un nombre, on ne peut ni le toucher ni le voir, il n'a pas de propriété physique. Donc si les nombres sont des objets, c'est des objets qui n'existent pas dans le temps ni l'espace. C'est-à-dire que pour Platon, les nombres sont des objets abstraits. Et il les incorpore donc dans sa théorie des formes qui dit que la réalité est formelle, mais notre vision spatio-temporelle de la réalité n'est qu'une ombre de cette réalité. C'est pour ça que selon lui, le savoir qui vient de nos sens est constamment corrigible. Un même objet peut être perçu différemment selon notre état de conscience. Par contre, le savoir formel, comme les maths, est incorrigible. C'est une preuve, selon Platon, que notre raison est supérieure à nos sens. Nous ne pouvons pas faire l'expérience de la réalité du monde à travers nos sens, mais nous pouvons la comprendre de façon intellectuelle.
Donc voilà, ça c'est la vision de Platon, et il existe aujourd'hui un certain nombre de mathématiciens qui voient toujours les choses de cette façon. Beaucoup de mathématiciens disent découvrir les mathématiques plutôt que les inventer, ce qui les pousse à penser qu'elles existent vraiment d'une façon ou d'une autre quelque part. Mais tout le monde n'est pas forcément très heureux avec ça, simplement parce que ça nous pousse à croire à une vision très métaphysique de la réalité, où la réalité des choses ne nous est pas accessible. Aristote, par exemple, n'était pas chaud bouillant pour accepter cette idée du monde des formes. Il pensait plutôt qu'on devait considérer les nombres comme une propriété des choses que nous pouvons voir dans le monde spatio-temporel. Les nombres ne sont pas des objets, mais sont seulement une propriété des objets. Pour Aristote, si je vois 3 pommes sur la table, le chiffre 3 est une propriété du groupe de pommes que je vois sur la table, mais c'est pas quelque chose qui existe indépendamment du groupe de pommes. Une autre vision que je trouve très intéressante est celle de Kant. Kant s'accorde avec Platon en disant que le monde réel ne nous est pas perceptible tel quel. Il pense que notre corps reçoit les informations qui se trouvent dans le monde réel et les filtre pour que nous puissions les comprendre, ce qui donne notre perception des choses. Pour Kant, les mathématiques sont une propriété de ce filtre, c'est-à-dire que nous créons les maths d'une certaine façon. Pour lui, c'est simplement la façon dont nous organisons les informations qui nous viennent du monde extérieur. Notre vision voit les choses sous forme géométrique, et l'arithmétique est le résultat de notre vision temporelle du monde. Compter des objets nous demande de les compter dans le temps, de porter notre attention sur l'une, puis sur l'autre, etc. Pour Kant, les maths ne sont donc pas une propriété du monde extérieur, mais de nous-mêmes. À la fin du 19e siècle, Frege et Russell souhaitent redonner une vue plus objective des mathématiques et replacer l'arithmétique comme étant la base la plus solide des maths. Ils souhaitent prouver que l'arithmétique est une branche de la logique. Gottlob Frege argumenta que les nombres ne peuvent pas être la propriété d'objets du monde. Une paire de chaussettes peut avoir la propriété 1, mais peut aussi avoir la propriété 2 si on parle de chaussettes individuelles. Donc ça ne dépend pas des objets eux-mêmes, mais de comment on les groupe. Donc les nombres ne sont pas quelque chose d'objectif, mais de subjectif, car les nombres qui désignent la réalité dépendent de celui qui la voit et de comment il décide lui-même de regrouper ces choses. Et donc Frege travailla pendant des années pour essayer de prouver que l'arithmétique était une branche de la logique, mais juste avant de publier son deuxième livre, Bertrand Russell, qui travaillait sur la même chose, lui fit part d'un paradoxe qu'il avait remarqué. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de regarder la vidéo de Science for All qui parle du paradoxe de Russell, je vous mets un lien dans la description. En découvrant ce paradoxe, le pauvre Gottlob fait une dépression nerveuse, part à l'hôpital et décide d'abandonner son travail. En conclusion, on peut voir qu'il y a vraiment deux façons de voir les maths. Soit elles sont une propriété du monde d'une façon ou d'une autre, soit elles sont créées par nous-mêmes d'une façon ou d'une autre. La question reste ouverte. Et ce n'est pas une question ni mathématique ni scientifique, c'est une question philosophique. Les maths sont utilisées aujourd'hui dans toutes les disciplines scientifiques. Elles nous permettent de calculer les conséquences de nos théories, d'organiser nos résultats et de définir si certaines hypothèses sont vraies ou fausses. Mais si on base nos maths sur une vision erronée ou incomplète de la réalité, nous en tirerons des résultats erronés ou incomplets, même si les calculs mathématiques sont corrects. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. La semaine prochaine, nous allons parler de rêves prémonitoires. Je suis en train de finir un site pour donner une plateforme à tous ceux qui souhaitent parler de rêves ou de rêves lucides. Vous y trouverez des cours pour vous lancer dans l'exploration de vos rêves grâce aux rêves lucides. Je vous donnerai donc plus de détails sur tout ça dès la semaine prochaine. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui m'ont envoyé des tips en Bitcoin et en Litecoin et tous ceux qui me tipent sur Tipeee. Si vous souhaitez faire de même, vous pouvez trouver tous les liens dans la description ainsi que les sources et les musiques utilisées dans cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!